Alright, bienvenue à l'autre monde. Voici Stéphane François Marchand au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Mike, c'est aussi ton micro, le chef à la s'agit d'y voir et puis de se mettre en action. Il s'agit d'y voir, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de l'Autre Monde en ce 29 septembre 2012. Alors, François Marchand à l'appareil, comme on dit, retour des vacances momentanées. Et vous savez, on a déclaré des élections un peu surprises, on s'y attendait, mais quand même, ça s'est fait assez rapidement. Et puis, ben voilà, donc je crois qu'il y avait un besoin, un intérêt particulier à produire une émission spéciale concernant ces fameuses élections, cette fameuse démocratie un peu malade dans laquelle on vit et puis qu'on va un peu décortiquer aujourd'hui, mais non seulement décortiquer, en fait, on va pas passer autant de temps sur les candidats en tant que tels, sur la campagne en tant que telle en détail, parce que les grands médias s'en chargent amplement. Puis, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas mal tout le temps la même romancie de niaiserie, chers auditeurs, pour vous dire bien franchement. Sauf qu'on va essayer de vous apporter peut-être une autre perspective, des solutions à en fait, à ce système, ce genre de système qui devient un peu une parodie, un peu un cercle infernal qui n'en finit plus entre candidats corrompus, candidats hypocrites, candidats menteurs, et finalement on se retrouve avec un genre de faux choix. Donc voilà, c'est un peu le thème de l'émission. Et puis quand je vous entendais chers auditeurs, c'est que j'ai en studio ici un invité que nous avons déjà eu le plaisir dans le passé d'avoir ici sur l'émission et puis qui, pour l'occasion des élections, s'est présenté comme candidat ici à Montréal. Donc on va avoir plus de détails très bientôt. Il s'agit de Pierre J.C. Allard. Pierre J.C., bonjour, bienvenue encore une fois sur l'Autre Monde. Bonjour, M. Bergina. Alors, on va effectivement, comme je vous disais, chers auditeurs, essayer d'apporter un nouveau modèle dans lequel on pourrait fonctionner de façon beaucoup plus à l'aise, où on pourrait dire que le peuple serait représenté de façon beaucoup plus serrée, beaucoup plus vaillante, de façon beaucoup plus honnête que ce qui se passe présentement. On appelle ces fameux élus des représentants du peuple, mais sont-ils réellement des représentants du peuple? Je pense que tout le monde s'est fait à l'idée que réellement ces gens-là ne représentent pas tant l'intérêt du peuple que les intérêts privés, les intérêts corporatifs, les intérêts bancaires, les intérêts des petits amis, l'intérêt de la corruption, de la mafia, ainsi de suite. Et puis on semble patauger dans un marasme politique où, quand même bien qu'on appelle des élections, on fait face à un faux choix. On dit que la démocratie a besoin de nous. On entend ce message à la radio, à la télévision, la démocratie a besoin de vous. Évidemment que la démocratie a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour faire un certain ménage. Et puis, je pense qu'à l'intérieur du système dans lequel on fonctionne, on va avoir bien de la misère.
On voit se produire ici au Québec un peu ce qui s'est produit dans la campagne électorale aux États-Unis où on a carrément ignoré, quand je parle on, c'est les médias de masse, les médias corporatifs, ont carrément ignoré des candidats qui avaient des idées dangereuses, entre guillemets, des idées qui pourraient réellement changer l'ordre établi, des idées qui pourraient réellement changer l'ordre des choses, renverser le pouvoir, c'est-à-dire le redonner aux mains du peuple au lieu de gens qui sont à la tête et qui ne sont là que pour leurs propres intérêts et les intérêts de des amis. Alors, vous savez, aux États-Unis, on a vu la campagne de Ron Paul complètement ignorée. Même avec les chiffres de Google sur Internet, on voit clairement, scientifiquement, comment que les médias font par exprès pour ignorer les candidats qui pourraient réellement ébranler l'ordre établi. Ici au Québec, on a eu les fameux débats télévisés à TVA, ainsi de suite, et on a ignoré, entre autres, par exemple, le parti d'Option nationale. Alors, on n'a pas cru bon. La démocratie a besoin de vous, mais on n'a pas cru bon représenter tous les peuples. Alors, les grands médias sont censés ne pas avoir de biais de vous présenter les points de vue de tous les partis, tous les candidats présents, à valeur égale, en temps égal, mais vous savez, c'est pas le cas. Alors ici, à l'Autre Monde, sur Choc FM, radio alternative, on est, si vous voulez, tenu par les mêmes standards éthiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous présenter un candidat, faire la promotion d'un candidat ou d'un parti politique en particulier. Alors, certains vont demander, ouais, mais François, comment ça se fait que là, tu nous présentes un candidat indépendant? Ben, il y a des raisons à ça, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'une candidature normale, chers auditeurs. C'est peut-être le début d'un mouvement intéressant, un mouvement qui pourrait réellement vous ouvrir des nouveaux horizons. Puis l'émission n'est pas tellement au sujet de la promotion d'un candidat que la promotion d'une nouvelle idée dont le temps est venu, je crois. Et cette idée est la démocratie contractuelle dont Pierre J.C. Allard va nous parler plus en détail au cours de cette émission spéciale de 1h30. Alors, premièrement, je vais demander un peu une entrée en matière de notre invité pour qu'il parle un peu de lui. Et j'aimerais avoir aussi ses impressions un peu sur cette campagne en général. Puis après ça, on va aller plus en détail là, sur notre projet ici dont on parle. Donc, Pierre J.C. Allard, premièrement, bienvenue, comme je dis encore, à l'émission. Et puis, parlez-nous un peu là, de... Je vais tutoyer, Pierre, je pense qu'on se connaît. Puis pour les auditeurs, on va y aller familial, là, convivial. Qu'est-ce qui t'a amené à te présenter, toi, comme candidat indépendant? C'est quoi ta vue? Puis après ça, j'aimerais que tu me parles un peu de tes impressions sur cette campagne-là, parce que, bon, évidemment que tu la suis de près. Bon, alors rebonjour François, puisque maintenant on se parle en ami et non plus dans la dialectique habituelle. Alors donc, pourquoi je suis candidat et pourquoi un candidat indépendant? D'abord parce que je pense justement que la démocratie, comme tu le disais tout à l'heure, a bien besoin qu'on fasse un peu quelque chose pour elle. Alors quel est le problème fondamental de la démocratie quand on la voit en action ici au Québec? Ça revient finalement à un manque de représentativité. C'est-à-dire que je prends l'exemple, je me présente dans Westmount-Saint-Louis. Je prends l'exemple, par exemple, de la personne qui veut voter dans Westmount-Saint-Louis. Il doit choisir un candidat et en même temps choisir un parti. Comme le parti est ce qui va mener la gouvernance, qui va contrôler le pays, le parti est extrêmement important. Le candidat sur place étant totalement au moins de son parti, n'ayant rien à dire sauf ce que son parti lui dit de dire, le candidat, personnellement, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est sans importance. Donc, on se retrouve devant un déficit de représentativité, où les gens de Westmount doivent choisir s'ils veulent le Parti libéral, le candidat libéral, et s'ils voulaient choisir un candidat péquiste, il faudrait prendre le candidat péquiste. La seule façon d'échapper à ce scénario, ce serait d'abord de prendre conscience du fait que les partis leur disent à peu près tous la même chose, ce qui est un cas, et aussi s'apercevoir que s'ils veulent avoir une voix dans la gouvernance à Québec, il faut qu'ils élisent un député indépendant. Les députés indépendants, quels qu'ils soient, sont les seuls qui peuvent voter avec leur conscience, qui peuvent apporter un autre son de cloche. Donc, pourquoi me présenter dans Westmount-Saint-Louis et comme candidat indépendant? Pour donner aux habitants de cette circonscription la possibilité de faire un choix et de faire représenter ce qu'ils veulent, leurs véritables idées, à la législature par un candidat qui va les écouter eux. Alors, c'est ça le but de l'opération. Donner un choix à la population d'avoir autre chose que le représentant d'un parti. Pouvoir voter pour quelqu'un qui la représente et qui ne représente pas un parti. Si, par un miracle qui n'arrivera sans doute pas, j'étais élu, je serai la seule personne à l'Assemblée législative qui peut vraiment donner une opinion honnête, personnelle et sincère sur quoi que ce soit.
Tous les autres sont des jetons dans les mains de leurs chefs de parti respectifs. Alors, c'est la situation actuelle. Dans ce contexte-là, le choix qui se fait dans Westmount-Saint-Louis est plus que le choix personnel d'un individu, c'est le choix d'un mode de gouvernance. Et je ne pense pas qu'on puisse d'un seul coup réussir à déboulonner les habitudes et les traditions qui sont là et essayer de convaincre les gens de cette circonscription de ne pas voter pour le Parti libéral comme ils le font depuis 100 ans. Mais je pense qu'ils peuvent au moins prendre conscience du fait qu'ils ont une alternative et que s'ils ne sont pas satisfaits de ce que la gouvernance actuelle leur offre, ils peuvent avoir une façon de protester en élisant un candidat qui, après, s'engage formellement à ne voter à la législature qu'en suivant les instructions qu'il aura reçues de ses commettants. Un exemple, supposons qu'un projet soit présenté à Québec dans quelque nature que ce soit, avant de porter mon vote sur ce projet, avant de me prononcer pour ou contre le projet, je commencerai d'abord, via le blog, via l'Internet, par résumer ce projet de loi au bénéfice de mes commettants. Donc, les médias locaux sont prêts d'ailleurs à jouer le jeu avec moi en reproduisant ce que je vais dire. Donc, première chose à faire, j'informe la population. Voici un projet qui est présenté, voici de quoi il s'agit, et voici ce qu'on a l'intention de faire. Voici les options. Ce qui serait déjà une révolution en soi quand on voit un peu de la façon que les dossiers sont gérés au Québec, surtout les dossiers les plus chauds comme Gentilly ou les trucs comme ça, ou Hydro-Québec, on a carrément des dossiers qu'on garde secret de la population. On parle des compteurs intelligents ou ainsi de suite. Je veux dire, effectivement, c'est déjà là en tant que tel d'informer la population proprement sur les enjeux, sur les décisions qui sont à prendre. C'est déjà rendu difficile de nos jours, mais poursuivez. Tout à fait. C'est la première étape, c'est le premier pas vers la révolution d'une véritable démocratie, c'est d'avertir le peuple des véritables enjeux, de le tenir au courant, l'informer. Actuellement, on ne l'informe pas, c'est évident. Non. Et ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on présume que le citoyen a déjà donné un vote à un représentant, le représentant a déjà donné son appui à un parti, et le parti est tout entier entre les mains du premier ministre ou de son chef de parti. On est pris dans une structure tellement rigide que même quelqu'un qui voudrait changer les choses à partir de ces partis-là sont pris dans un carcan, dans un plâtre dans lequel ils se débattent, mais ils ne sont pas capables de sortir, ils ne sont pas vraiment capables d'influencer vraiment les choses. C'est tout à fait impossible d'en sortir. Regardez d'ailleurs un peu le phénomène de Bellemare quand il y a eu sa petite discussion avec M. Charest. Il n'a pas de chance, il ne peut pas s'en sortir. Alors donc, il n'y a pas de possibilité que la démocratie puisse prévaloir. Il n'est pas possible que la voix du peuple puisse être entendue. Il n'y a simplement pas les outils nécessaires pour le faire. On l'a vu régulièrement les dernières années dans plusieurs dossiers où la population réclamait, par exemple, un exemple célèbre, les enquêtes sur ce qui se passait à Montréal dans le domaine de la construction, et puis de voir un premier ministre refuser. Vous avez un peuple au complet qui demande des enquêtes, puis vous avez un homme en cravate qui dit lui, non, ça se passera pas. Puis on se demande à un moment donné, mais qui il est, lui, pour refuser ce qu'un peuple au complet désire, demande. Donc on est rendu à un point où, oui, il y a un certain cynisme dans la population, où les gens, finalement, se rendent compte que on paye des taxes, on prélève des impôts sur notre dos, et puis après ça, on ne nous consulte pas, on se fout bien de ce que, dans le fond, la population voudrait. Tout à fait. Donc, première étape, informer la population. Donc, je prends toujours cette hypothèse que je serai député de Westmount-Saint-Louis. Première chose, j'avertis la population qu'un vote sera tenu et j'annonce à la population quelles sont les options. Et j'attends les commentaires et les remarques que me fera la population. Je donne un certain temps et je reçois ces commentaires. Je demande à ce moment-là l'avis d'un comité consultatif que je crée dans Westmount-Saint-Louis, dans lequel il y a les éditeurs des journaux locaux, des représentants des communautés ethniques, des représentants des différents groupes socio-économiques. Des représentants des ouvriers, des représentants des financiers, des représentants des commerçants, représentants de la collectivité chinoise, qui est importante, de la collectivité arabe, et bien sûr de la collectivité française et anglaise, qui sont les peuples fondateurs. Alors, je réussis à obtenir de ce groupe, de ce comité de consultation, une opinion sur ce que la population a voulu me dire en répondant à l'avis que je lui ai donné. Alors, j'ai proposé le projet de loi, j'ai donné certaines options, j'ai demandé l'opinion de la population, celle-ci me donne son avis. Elle me le donne comme la population peut le donner, avec une certaine base d'arbitraire et pas toujours dans la forme canonique qu'on voudrait. Mais le comité consultatif qui a été créé, représentant les diverses tendances et les différentes ethnies, les différents groupes de la population, peut, lui, m'assister à interpréter
ces commentaires qu'a fait la population et me donner une opinion en disant ce que la population de Westmount-Saint-Louis veut, c'est vraiment ça. Et elle me le dit. Lorsque j'ai obtenu ce verdict, je commence par en donner acte et j'annonce à la population, voici ce que m'a dit le comité consultatif, voici ce que j'ai l'intention de voter sur cette mesure, et si vous êtes d'accord ou pas d'accord, laissez-le-moi savoir. J'attends les réponses et s'il n'y a pas de grande protestation, à ce moment-là, je vote dans ce sens-là. Je fais à la législature, je fais à l'Assemblée nationale les remarques que la population m'a confiées et je fais le vote qu'elle m'a chargé de mettre. Et c'est comme ça que je vois la démocratie, où vous avez vraiment la population qui, à ce moment-là, s'exprime sur ce qu'on lui a proposé. C'est elle qui vote. Et j'explique à la population que dans les circonstances présentes, qui sont des circonstances critiques, il y a beaucoup de choses qui vont changer au cours des prochaines années à cause de la crise économique et à cause de la crise constitutionnelle qui se prépare. Il y a toutes sortes de choses qui vont se produire. Il faut que la population d'une circonscription comme Westmount-Saint-Louis, qui est en fait une minorité dans une minorité. Il faut que la population de Westmount-Saint-Louis soit capable de modifier de temps en temps sa position et ne pas être totalement inféodée à un parti. Elle ne peut pas d'une seule fois dire « je fais confiance au Parti libéral ou au Parti de la CAQ ou au Parti québécois ». Elle doit garder ses coups de défense. En lisant un indépendant qui va prendre son avis sur chaque vote, elle garde à ce moment-là sa pleine liberté d'action pour pouvoir faire voter comme elle l'entend sur chaque motion, sur chaque projet de loi, sur tout ce qui est proposé. Et c'est ça que je propose. Et c'est ça qui serait évidemment l'alternative, non seulement pour Westmount-Saint-Louis, mais pour toutes les circonscriptions de la province. Et je pense qu'un jour, on y arrivera. C'est que la priorité n'est pas juste de préserver. En fait, la priorité n'est pas de préserver l'intégrité d'un parti ou d'une ligne idéologique à tout prix, mais de finalement protéger l'intégrité du candidat lui-même qui représente ses concitoyens. Je veux dire, à ce moment-là, on vient un peu de remettre aux bonnes places les priorités, si on veut, d'un candidat politique, en fait, d'un politicien, normalement. Je veux dire, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est rendu à un moment donné où tu vois tout déjà ce que tu viens de décrire comme le travail normal. Le travail normal. Ce que tu viens de décrire comme le travail d'un candidat indépendant devrait être le travail normal d'un politicien. Mais on est tellement loin de ça, Pierre. J'ai tellement même l'impression, j'entends partout dans les médias l'utilisation du mot démocratie. J'ai l'impression que les gens sont en train d'oublier même le fondement même de c'est quoi l'essence même de la démocratie. On peinture ce mot un peu partout, un peu comme si c'était une étiquette qui sentait bon, comme un sapin qui sent bon, on accroche dans un auto, tu sais, en disant que regardez, j'ai dit le mot démocratie, fait que c'est parfait, votez pour moi, on est propre, on est clean. Je veux dire, c'est un peu comme si démocratie égalait le principe de la Sainte Lumière, et puis, tu comprends ce que je veux dire? C'est que le terme est devenu vide de sens. Puis ce que tu viens de décrire un peu, c'est ça en réalité, la vraie démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui prend connaissance d'une situation, on prend des informations, on s'informe, puis on décide, puis après ça, on passe à l'action. C'est pas quelqu'un qu'on envoie à quelque part dans un bâtiment obscur qui, pendant 4 ans, prend des décisions à notre nom sans jamais nous consulter. Oui, la ligne hiérarchique devrait être complètement inversée, c'est-à-dire c'est le peuple qui doit donner des instructions à son représentant qui donne des instructions au gouvernement, et non pas le contraire. Alors, si on avait une démocratie qui fonctionne correctement, d'abord, il faudrait avoir 2 votes. Un vote pour le gouvernement et un vote pour la représentation. En fait, tous les députés devraient être indépendants. Puisque leur travail consiste à juger de l'action du gouvernement, ils ne doivent pas être à la merci d'un parti. Le parti doit présenter sa politique, et si le peuple veut désavouer cette politique, il doit le faire par l'intermédiaire de son représentant. Le représentant doit donc, sous aucun prétexte, être un représentant d'un parti. Tous les députés devraient être indépendants, et le fait de ne pas être indépendant, le fait d'avoir une allégeance envers un parti politique, devrait être une condition immédiate pour ne pas pouvoir être député. C'est la première condition à remplir, c'est d'être impartial face à l'action que propose le gouvernement. Exactement. Et toujours, bien sûr, 2 votes. Un vote pour le gouvernement, un vote pour le député. Représentativité d'une part, gouvernance de l'autre. Ce sont 2 problèmes complètement différents. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, où on vote pour le président qui est l'exécutif, et on vote pour des représentants au Congrès qui, qu'on aime ou non ce qu'ils font, ont tout de même une certaine indépendance face aux partis politiques. Ouais. Alors, c'est la situation. Alors, donc, ici, nous n'avons pas ça. Nous avons, avec le régime parlementaire britannique, nous avons ce qui se rapproche le plus
d'une dictature sans en utiliser le nom. Hmm. Tous les pouvoirs sont entre les mains du premier ministre. Non, c'est ça, j'étais exactement pour dire. Tous Puis, les pouvoirs sont aux mains du l'exemple premier de Stephen Harper est tellement... en fait, du gouvernement fédéral, c'est pas juste de Harper, là. Je veux dire, les personnages, évidemment, qui s'y retrouvent ont un peu cette tendance-là, mais la façon que le pouvoir est organisé à Ottawa, je veux dire, les gens s'en rendent pas compte, mais quand on regarde la façon que le pouvoir est organisé dans différents pays, on se rend compte qu'ici au Canada, la structure est extrêmement dictatoriale, là, pour, comme tu disais, pas emprunter le terme, mais est extrêmement autoritaire. L'homme au pouvoir à Ottawa a un pouvoir énorme sur tout son parti, sur tout ce qui est dit, sur tout ce qui est filtré, sur qui a le droit de parler, qui a le droit de dire de quoi que ce soit. Je veux dire, ça en devient un peu une caricature, justement. C'est ça que je disais. On dit vivre dans une démocratie, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné, là? On perd le sens des termes, c'est ça qui est... Ben, tout à fait, parce que le premier ministre nomme ses ministres, donc il contrôle l'exécutif. C'est ça. Il a l'allégeance totale de ses députés, parce que c'est le parti qui choisit les députés, c'est pas la population qui choisit ses représentants. Ah ouais, puis s'il déroge à la ligne... On lui envoie un député. Alors, s'il déroge, justement, on l'évacue. Donc, le premier ministre contrôle le législatif par les députés, c'est lui qui les nomme. Il contrôle l'exécutif, parce que c'est lui qui nomme les ministres, et il nomme les juges. De sorte que vous avez tous les pouvoirs, des fameux 3 pouvoirs de la démocratie, sont réunis dans les mains d'un seul homme. C'est ça. Qui n'a à prendre ses instructions que des gens qui assurent sa réélection, c'est-à-dire de ses commanditaires. Alors, vous avez un premier ministre qui n'a à parler vraiment qu'au grand pouvoir financier qui finance son élection, et il ne doit rien à personne d'autre. Exact. Alors, c'est la situation dans laquelle on est. Et on a les médias, évidemment, qui sont complètement contrôlés, surtout ici au Québec, par des groupes bien précis qui sont tous du même côté, bien sûr, sur le plan politique. Alors, donc, vous avez absolument pas une contrepartie des médias qui pourrait mettre un frein à ce pouvoir-là. Exact. Tout tient à la même place. Vous avez un pouvoir financier, vous avez le pouvoir des médias qui est aux mains du pouvoir financier, vous avez le pouvoir politique qui est soutenu par les médias et qui est aux mains du pouvoir financier. Et parler de démocratie est simplement un conte bleu, quoi. C'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Ah ouais, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Mettre un bel emballage autour de quelque chose qui n'est pas si beau que ça. Là. C'est ça, qui n'a rien à voir. On se comprend. Donc, vous comprenez déjà un peu, chers auditeurs, où on en vient, puis vous comprenez déjà que c'est pas tant la candidature ici d'un homme dont on parle, bien que ça l'est aussi, mais c'est effectivement, écoutez, c'est des nouveaux principes, c'est une nouvelle approche carrément. Là. Je veux dire, il est temps qu'on passe, vous savez, c'est comme le système des circonscriptions, puis je veux dire, à un moment donné, ça vient un point où on se demande réellement c'est quoi là-dedans le pouvoir de la population de vraiment décider ou de prendre en main sa destinée, parce qu'en réalité, elle n'est pas vraiment entre ses mains, je veux dire. Donc, vous comprenez que ici, ce qu'on essaye d'apporter à travers de cette émission-là, c'est effectivement pas juste la promotion d'un candidat, mais c'est vraiment la promotion d'une idée et d'un système à travers lequel la population pourrait retrouver son pouvoir, retrouver des outils à travers lesquels elle pourrait exercer sa volonté, exercer son pouvoir, exercer en fait son droit de parole. Et puis, c'est... comment je vous disais, ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Il faut sortir aussi un peu de ce carcan-là, Pierre, d'attendre un chef, d'attendre un leader, d'attendre un parti politique qui va nous sortir de tous ces troubles-là. Il n'y a pas de Superman qui va arriver, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de super-héros, là. Les choses vont changer réellement quand les gens vont décider de changer par eux-mêmes. Premièrement, eux-mêmes, puis après ça, de prendre les choses en main, un peu comme tu le fais. Dans le fond, c'est pas faire la promotion d'un candidat ici, mais c'est plutôt faire la promotion pour vous tous de devenir un candidat. Vous allez comprendre au fur et à mesure que l'émission va avancer que ce que Pierre va vous expliquer ici, c'est que c'est à la portée de tous. Tout le monde peut faire ça, puis en fait, tout le monde devrait faire ça. Je veux dire, on devrait multiplier ces actions-là, puis c'est une invitation à tous de la faire. Puis on va même vous expliquer comment y arriver, c'est vraiment pas si compliqué. Là, Pierre a pu faire le processus en quoi? Ça t'a pris une semaine ou deux, même pas? Oh non, il n'y a rien de plus facile. La façon de le faire est facile, c'est la décision qui est difficile, et surtout, c'est la réaction de la population qui devient difficile à cerner à cause justement de ce contrôle du pouvoir sur les médias. Il n'y a pas de façon de se parler. Le fait, par exemple, que cette émission ici aujourd'hui peut s'adresser à une classe de la région, à une classe étudiante qui peut avoir un intérêt. Parce que si on regarde, par exemple, prenons simplement la dynamique de Westmount-Saint-Louis, qui est un exemple. Vous avez 67% d'abstentionnistes dans Westmount.
C'est-à-dire que plus des 2 tiers de la population ne vote pas. Dans toutes les élections en général? Dans toutes les élections. Okay. Alors, ceci veut dire qu'aujourd'hui, le sort de cette élection est entièrement entre les mains de ceux qui se sont abstenus la dernière fois. Il y a plus, et je donne cet exemple-là bien précis, il y a plus d'étudiants qui n'ont pas voté dans la dernière élection et qui pourraient voter à cette élection que la majorité du libéral qui a été élu. Ce qui veut dire que si les étudiants qui sont en train de faire des promenades et des démonstrations allaient simplement voter aujourd'hui, le sort de l'élection est entre leurs mains. Les élections sont entre les mains des groupes étudiants dans tous les comtés où il y a eu une large abstention contre les gens qui sont là en place. Et les gens qui sont en place, ben mon Dieu, ce sont les conflits avec lesquels les étudiants en vivent depuis quelques mois. Hein. C'est ça. Alors, au lieu de dire on va battre Charest, la meilleure chose à faire pour battre Charest, ça serait de le battre dans les comtés où il se pense absolument invincible. Effectivement. Et les seuls qui peuvent le battre dans les comtés où il est invincible, ce ne sont pas le Parti québécois ou la CAQ ou quoi que ce soit, parce que les gens de Westmount-Saint-Louis ne voteront pas pour le Parti québécois. Non, c'est ça. La seule chose pour laquelle ils peuvent voter, c'est un député indépendant. Parce que cette personne-là va voter selon leur opinion à eux, exact. Et non pas selon des principes qui leur sont étrangers. Alors, quand on regarde cette situation-là, on dit, mon Dieu, les étudiants ont entre leurs mains le sort de cette élection. Non seulement dans Westmount-Saint-Louis, mais dans beaucoup d'autres circonscriptions. C'est bien dit. C'est effectivement le cas pour les étudiants, puis c'est le cas pour, dans le fond, disons-le aussi pour le reste de la population. Je veux dire, les gens sont un peu pris dans cette partie-là aussi qu'on essaie de nous dessiner, que j'appelais un peu en début d'émission un cirque, mais moi j'appelle ça un show de marionnettes parce que, je veux dire, ça devient une chorégraphie déjà planifiée où on met en scène des acteurs, des gens qui finalement sont là pour dire des choses, mais qui ont très peu de conviction, en tout cas moins d'intention de respecter les fameuses promesses qu'ils font tout le temps. Puis c'est un peu à ça que je vais en venir, Pierre, parce qu'on va, ça fait déjà quand même le tiers de l'émission qu'on déballe un peu notre affaire, puis j'aimerais qu'on aborde un peu plus de front le sujet qui nous préoccupe ici. C'est un peu ça, c'est que des campagnes électorales aux 4 ans, on peut en faire autant qu'on veut pendant 200, 300 ans. Je veux dire, les choses vont jamais changer. Je veux dire, écoutez, toi, Pierre, écoute, là, t'arrives, t'as passé plusieurs décennies déjà sur cette petite planète-là, puis déjà, t'as vu qu'on se balance d'un bord, on se balance d'un autre, on revient d'un bord, on revient d'un autre. Finalement, c'est un jeu de ping-pong, puis on n'avance pas. C'est tout le temps la même maudite bullshit. Excusez-moi le terme, mais je veux dire, on n'avance pas. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où c'est ça, c'est que les gens sont là pour promettre des affaires, puis un coup sont élus, ben là, c'est le même ordre établi qui était là, comme on parlait tout à l'heure, c'est les intérêts financiers, c'est des intérêts qui sont concomitants, qui vont dans le même sens, mais dans un sens opposé aux intérêts de la population. Donc, on met quelqu'un en place là pendant 4 ans, puis après ça, cette personne-là, comme dernièrement John James Charest disait, ah, j'ai les 2 mains sur le volant, on m'a élu, j'ai le mandat de la population pour faire telle affaire. Ce qui est ridicule, parce que premièrement, comme tu disais, il a été élu avec quoi? 25-30% même pas du vote de la population. Donc, il est loin d'avoir un mandat de la population en général. Le reste de la population est découragé puis tout. Donc, ne vote pas, ne fait rien, ou peu importe. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont au pouvoir puis qui font à peu près ce qu'ils veulent pendant 4 ans. S'ils se disent d'avoir le mandat de la population parce qu'ils ont été élus dans un système électoral démocratique, mais en réalité, ils ne sont pas là pour mettre en place des projets qui servent la population, puis ils ne sont pas là non plus, comme vous savez, au fil des décennies, pour respecter leurs promesses. Là, on arrive avec une idée qui dit, écoutez, parfait, OK, donc ce système-là ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau pleurer sur ça, mais qu'en est-il de ton idée qui, je trouve, est rendue à un moment donné dans le temps où elle est plus que due, on en a un grand besoin, où on parle des candidats indépendants qui sont élus, on a déjà commencé à en parler un peu, mais qui sont élus sur une base contractuelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire des promesses, ils sont là pour représenter le peuple et aussi remplir un certain contrat, puis s'ils ne sont pas capables de le faire, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de 4 ans ou pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ces gens-là soient redevables à quelque chose. Oui. Donc, avance, j'aimerais ça que tu t'avances sur ce sujet-là, puis tu commences à nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Là. Bien sûr. L'essence de la démocratie qu'on appelle contractuelle, c'est qu'on part du principe que le peuple donne à ses gouvernants un contrat. Il leur donne un mandat pour exécuter quelque chose.
Exécuter quoi? Exécuter les promesses qu'a fait le parti qui est élu et qui constitue son contrat. En d'autres mots, tel qu'on conçoit la démocratie, dans le groupe que je représente, là, dans les gens qui m'ont parlé depuis des années sur ce sujet-là, on dit, bon, ben voici, un parti politique, ce sont des gens qui ont une idée. Ils produisent leur idée, ils le soumettent à la population. Bon. L'idée qu'ils vont présenter va être sous forme d'un programme, dans lequel il y a des points bien précis. Un gouvernement qui est élu a le mandat impératif, on disait il y a quelques générations, un mandat impératif d'accomplir ce programme-là, pas d'autre chose, celui-là. Bon. S'il ne le fait pas, ben, il est en défaut, il doit être enlevé. Et qui a le choix de l'enlever, qui a le pouvoir de l'enlever? Ben, c'est là qu'interviennent les députés, qui sont élus de façon indépendante, de telle façon que si le gouvernement n'accomplit pas son mandat, le gouvernement est révoqué par l'Assemblée et il y a d'autres élections. Alors donc, c'est là que vous avez le système qui se tient. On peut élire un gouvernement. Ce gouvernement-là est tenu d'accomplir ses promesses et ce sont les députés qui surveillent le gouvernement pour qu'il accomplisse ses promesses. Chaque mois, il y a un rapport qui est fait par les différents ministres sur ce qui s'est passé dans leur ministère. Le gouvernement lui-même donne un résumé de ce qu'il a produit. Si l'Assemblée législative n'est pas satisfaite de ce que le gouvernement a fait, si elle considère qu'il n'a pas tenu ses promesses, elle peut voter et le révoquer. Et à ce moment-là, vous voyez que le gouvernement devient le serviteur de la législature, ce qui devrait être le cas dans une démocratie, et non pas son maître comme c'est le cas actuellement. Exact. Le gouvernement, c'est l'exécutant, c'est l'exécutif qui est un exécutant. L'élément pensant d'une démocratie, c'est sa législature. Ça a toujours été prévu comme ça. Alors donc, si vous avez ce système où des députés indépendants ont le pouvoir de destituer un gouvernement qui ne tient pas ses promesses, ce n'est plus une question de voter à tous les 4 ans. C'est voter aussi longtemps qu'on est satisfait pour le gouvernement et voter contre lui quand on ne l'est plus. Oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est un pouvoir de révocation. C'est le callback, comme on dit dans le langage, dans la terminologie américaine. L'impeachment. C'est ça, exactement. Ben, une forme d'impeachment, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, on enlève, on rappelle. Callback, on rappelle la personne. Et c'est ce qu'on devrait avoir. Maintenant, évidemment, les pouvoirs qui s'opposent à ça sont énormes, puisque toute la société dans laquelle nous vivons est bien sûr aux ordres de ceux qui la dirigent actuellement. Donc, ce sont ces pouvoirs financiers, ces pouvoirs politiques, ces pouvoirs médiatiques. Tout ça forme ceux qui ont le contrôle, le pouvoir. Alors, une population qui n'a pas le pouvoir, par définition, n'a pas celui de le prendre. Donc, c'est un cercle vicieux. On ne voit pas comment cette situation pourrait être changée. Parce que là, bon, ben, on peut arriver et dire on va proposer telle mesure, par exemple. Actuellement, on parle beaucoup d'une proportionnelle qui, lorsqu'on en examine les conséquences, est plutôt négative que positive. On s'aperçoit qu'introduire une proportionnelle fait simplement diluer un peu le pouvoir de l'Assemblée législative et ne fait donc que renforcer celui des gouvernants. Les intrigues se font au sein des gouvernants au lieu d'introduire la population dans le débat. Alors, c'est une autre histoire. Alors, je ne suis pas personnellement très enthousiasmé par l'idée d'une proportionnelle. Une élection à 2 tours, au contraire, c'est très bon parce que ça vous permet d'avoir toujours au moment de vérité, une majorité et pas seulement une pluralité qui s'est prononcée pour celui qui va avoir le pouvoir. À partir de là, il faut le laisser travailler. S'il ne remplit pas ses promesses, on le destitue. C'est à ça que sert l'Assemblée des députés indépendants. C'est ça. Tout ça forme un système qui se tient. Mais comment on entre là-dedans? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ça? Il faudrait qu'il y ait un sursaut de la population dont on ne voit pas le commencement et qui ne peut être suscité par rien puisque les médias collaborent complètement avec le pouvoir tel qu'il est. C'est ça. Alors, il n'y en a pas. Alors, les seuls éléments qu'il y a pour essayer de faire changer la population et obtenir un changement, c'est via l'Internet, via les radios comme celle-ci. Et des pressions vont toujours s'exercer tout le temps. Alors donc, ce n'est pas facile de penser qu'on va pouvoir changer cette situation. Alors, est-ce qu'on a un espoir? Ben, on a un seul espoir à long terme, c'est le fait que plus la situation devient complexe, plus la société devient complexe, il y a de plus en plus de gens qui deviennent indispensables. Et on est donc obligé d'introduire dans le cercle intime du pouvoir de plus en plus de gens. Ça, c'est un facteur de démocratie. On ne peut pas, comme auparavant, avoir 10 personnes qui vont tout régler et qui vont tout mener avec le contrôle de l'armée. On a besoin de gens maintenant qui sont capables de faire fonctionner les ordinateurs. On a besoin de gens capables de faire marcher la radio.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire marcher l'armée sans que le général le fasse, parce que c'est lui qui sait comment ça marche. C'est pas le président qui va le faire voler l'avion présidentiel. Donc, on se retrouve devant une situation où la compétence croissante des gens finit par leur donner un pouvoir qui pourrait peut-être un jour mener à une démocratie. Mais quand on le voit de cette façon-là, c'est encourageant à long terme, mais à court terme, c'est un mur de béton. Comment est-ce qu'on pourrait changer, par exemple, la situation de la démocratie au Québec ou au Canada pour la prochaine élection? Je ne la vois pas, la façon. J'en parle, mais il faudrait qu'il y ait un sursaut, il faudrait qu'il y ait une solution qui soit apportée, qui sortirait du peuple. Et personnellement, je ne la vois pas actuellement. Il faut une volonté du peuple, ça c'est certain. Il faut que le peuple soit derrière. Puis c'est un peu le but de l'émission. En tout cas, j'ai l'impression que on fait ce qu'on a à faire. Je veux dire, toi, tu vas aller te présenter, parler de ces idées aux gens. Moi, ici, avec mon petit micro, je vais essayer de diffuser l'idée. Mais vous devez comprendre, chers auditeurs, que c'est justement comme ça que les choses ou que les mouvements partent. C'est-à-dire que c'est quand les gens décident de faire ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, si vous pouvez en parler, je sais pas moi, à votre entourage ou mettre une affiche ici ou de faire... je veux dire, chacun peut poser des gestes qui sont dans leurs limites, qui sont dans leurs forces. Mais c'est certain que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y aura pas de sauveur là, qui va arriver. Là. Il n'y aura pas de Batman qui va défoncer un mur puis qui va commencer à tout changer pour nous autres. Là. C'est certain que la solution va venir du peuple, va venir de la population, va venir des gens autour de vous, comme vous-même. Et puis, comme j'avais souvent dit sur l'émission, c'est pas vous, c'est qui, puis c'est pas maintenant, c'est quand. Je veux dire, ces deux questions-là sont bien, bien importantes. Donc, c'est certain que, encore là, on peut apporter des idées, puis oui, je pense qu'il y a une idée très valable là-dedans dans la démocratie contractuelle, puis il y a une façon d'y arriver qu'on pourra peut-être élucider encore davantage au cours de l'émission. Mais ce que ça prend des gens qui sont prêts à aller sur le front, à aller se présenter, puis à aller parler de ces idées-là. C'est bien certain que si vous attendez que votre voisin le fasse à votre place, il n'y a rien qui va changer, puis on va continuer dans le même modèle. Je pense que tout le monde commence à sentir, moi en tout cas je parle autour de moi, je ne sais pas c'est quoi tes feedbacks que tu as, mais je sens un écœurement total de la population, un délusionnement profond des gens qui regardent ça, puis non seulement ont perdu espoir, mais complètement tout intérêt. Puis c'est pour ça aussi qu'ils n'arrêtent pas de lancer ces messages-là. La démocratie a besoin de vous. Ils savent qu'ils ont peur que les gens n'aillent pas voter ou qu'il y ait une indifférence totale dans la population parce que les gens sont devenus extrêmement sarcastiques face à tout cet appareil-là. Donc, c'est sûr que à un moment donné, ça va prendre des gens qui vont transformer ces émotions-là d'écœurement, si on veut, d'épuisement, de perte d'espoir, puis de transformer ça en une volonté de prendre les choses en main soi-même. Il va falloir se retrousser les manches puis se dire, bon, ben écoutez, là, OK, moi je vais y aller, puis on va se mettre ensemble. Parce que si je comprends bien ton histoire de démocratie contractuelle, c'est qu'il y aurait possibilité, si on disait, mettons, on est dans un mouvement favorable où je pense que les énergies sont en train de s'aligner pour qu'il y ait un éveil. Il y a un éveil en ce moment de la population. Si les gens savaient quoi faire, je crois qu'il y aurait quand même pas mal de gens. Je pense, en tout cas, on aurait besoin de quoi? Combien? Une centaine de députés? Peut-être 200 au max? Je veux dire, c'est pas difficile de trouver 100 personnes au Québec, là. C'est plutôt de trouver 100 personnes qui savent quoi faire. Fait qu'en quelque part, toi, Pierre, mettons que dans 4 ans, on a 100 députés indépendants qui ont entendu cette idée-là de démocratie contractuelle, dire « Wow, moi je trouve ça intéressant, je me présente ». Ces gens-là sont élus, mettons, dans une portion de... On fabule ici, là. Okay? On dit 50% de ces représentants-là sont élus, rentrent à l'Assemblée nationale, ou plus, 100, whatever. Mets ça comme tu veux. Mets ça dans un monde idéal pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir du point où les gens réalisent que oui, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, puis qu'ils décident de se présenter, qu'on va expliquer comment tout à l'heure, puis qu'après ça, ces gens-là arrivent avec une volonté de dire, écoutez, là, on va faire changer les choses, on est là pour ça, là. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné, dans 4 ans, où si on est des dizaines de représentants, de candidats indépendants qui se présentent comme toi,
puis qui décide de prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Parce que, je veux dire, oui, il y a de l'espoir, il faut l'entrevoir, mais il faut montrer le chemin, puis après ça, il faut montrer qu'il y a quelque chose à faire. Les gens vont trouver l'espoir, puis ils vont trouver un chemin à suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est sûr que si on regarde la situation comme tu décrivais tout à l'heure de loin, mon Dieu, ça a l'air d'une montagne insurmontable, là, c'est sûr. Là. C'est un système vraiment très serré, tricoté. Là. Bien sûr. Et regarde, la façon de mettre en place la démocratie contractuelle, la façon de mettre en place une vraie démocratie, est relativement simple et est déjà totalement expliquée sur le site Nouvelle Société. Bon, depuis des années, bon, il y a déjà eu des mouvements qui sont créés pour la démocratie contractuelle. J'ai déjà paru en commission parlementaire à Québec en 2002, donc il y a déjà 10 ans pour expliquer ces principes-là. Donc, le principe est déjà dans la population depuis longtemps. Il y a peut-être 500 000 personnes qui ont lu ces textes-là. Donc, la chose est là, on le connaît. Alors, c'est toujours l'effet qu'on peut obtenir par l'individu lorsqu'il décide que lui va faire quelque chose. Prenons, actuellement, on a le problème très concret de l'abstention. On a des gens qui pourraient aller voter et qui n'iront pas voter. Ah, ils sont écœurés. Bon, je comprends. Mais si les gens font le lien, qu'ils peuvent voter pour n'importe qui, mais que le fait de voter, simplement le fait de voter le jour de l'élection, permettrait d'envoyer un signal fort à l'effet qu'on veut faire quelque chose. Et ça, c'est la première chose à faire. Tant qu'on n'a pas ce signal que la population, au moins, est prête à essayer de faire quelque chose, le numéro 2 n'arrive pas. Il faut passer par ce passage-là. C'est un passage obligé. Alors, et ça n'est pas seulement dans Westmount-Saint-Louis, c'est dans tous les comtés où il y a des étudiants en particulier. Ce sont eux qui devraient se lever et aller voter. C'est eux qui se plaignent depuis des mois. C'est eux qui ont le sort de cette élection-là entre les mains. Alors, s'ils ne se lèvent pas pour aller voter le jour de l'élection, à quoi resservir tout ça? Okay? Alors, ça, c'est une décision personnelle que chacun doit prendre en disant, je vais y aller. Et je vais voter, si un candidat indépendant qui vote pour le député indépendant, c'est le message le plus fort. Et sinon, qui vote pour le parti qui a, en principe, qui a le moins de chance. Dans le sens, l'idée étant que les partis traditionnels, les partis qui sont organisés, sont déjà tous sous la coupe d'une structure sociopolitique, socio-économique établie. Vous ne pouvez pas attendre aucun changement. Quel que soit le gouvernement qui sera élu au Québec, ça ne changera pas d'un iota la politique que suivra le gouvernement du Québec. Ce sont les mêmes pouvoirs, obéissant aux mêmes règles, qui vont répondre aux mêmes circonstances. Il n'y a rien que vous ne pouvez changer. De la même façon qu'ils parlent de démocratie d'une façon vide, de la même façon qu'ils parlent du changement d'une façon vide aussi. Non, totalement. C'est un leurre. C'est-à-dire qu'il est évident que, par exemple, M. Charest nous parle du plan Nord. Mon Dieu, si Mme Marois est élue, elle va aussi réaliser le plan Nord. Madame Marois nous parle de différentes choses à faire. Si c'est M. Charest qui est élu, il va prendre celles de ces choses-là qui sont à l'avantage du système. Il va les appliquer, les autres ne les appliquera pas. On pourrait écrire déjà ce qui va se produire au Québec pour les 4 prochaines années et on ne se tromperait pas. Et ça ne dépendra absolument pas de la personne qui va être élue. Non, c'est ça. Absolument pas, en aucune façon. Donc, si quelqu'un veut... throw a monkey wrench. Si quelqu'un veut lancer quelque chose dans la machine et bloquer les rouages, la seule chose à faire, c'est quelque chose qui est totalement imprévisible. Et la seule chose qui est imprévisible à l'Assemblée législative, c'est un candidat indépendant. Je suis très imprévisible. C'est-à-dire que il est très prévisible que je suis imprévisible. Il suffit de voir. Vous savez, moi, depuis des années et des années, j'ai écrit l'équivalent d'à peu près 2000 articles sur le site Nouvelle Société. Il y a eu 2 millions de lecteurs. Donc, les gens savent qu'on ne peut pas trop prévoir ce que je vais faire, sauf si c'est dans la ligne de ce que j'ai déjà dit. Et ce que j'ai dit est déjà dit. OK, c'est fait, c'est clair, ça. Donc, tout ce que j'explique aux gens de Westmount-Saint-Louis en disant, écoutez, si je suis élu, je vais monter un système, je vais monter une chambre consultative, je vais voter selon ce que les gens vont... Tout ça, c'est déjà connu, là. C'est pas nouveau, là. Bon, alors, si quelqu'un veut ça, qu'il fasse la même chose dans un autre comté. Choisissez le candidat indépendant que vous voulez dans n'importe quel comté. Il faut les lire. S'il est élu, vous n'avez qu'à lui présenter votre cahier des doléances en disant, voici ce qu'on s'attend maintenant. Candidat indépendant, on s'entend ce que tu formes un comité consultatif. On t'attend à que la population soit consultée avant chaque vote. Et si on te dit de faire tomber le gouvernement, tu le fais tomber. Bon, au départ, quand même, il y en aura 2, 3 députés indépendants, ça ne changera rien. Mais aux prochaines élections, s'il y en a 2 ou 3 cette fois-ci, la prochaine fois, il y en aura une majorité. C'est ça. Et très vite, parce que les gens vont très bien comprendre que la seule action peut venir d'un député indépendant et de personne d'autre.
Il n'y a pas de façon dont un parti organisé va faire quelque chose de neuf. Alors donc, si les gens prennent cette décision, votons pour des députés indépendants, et puis après, essayons de demander aux députés indépendants de voter selon sa conscience. Et si ça marche une fois pour 2 ou 3 députés, ça pourra marcher la prochaine fois pour une majorité de députés. Mhm. Là, qu'est-ce qui se passe après? Je ne vous le dirai pas, parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais si je le saurais, je ne voudrais pas vous le dire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça va cesser de devenir une attitude rationnelle, ça va cesser d'être une question légale. On ne sait pas comment le système va réagir si jamais il était menacé. On ne le sait pas. Est-ce qu'on va réagir en acceptant le verdict de la population? Est-ce qu'on va réagir par un coup d'État? Je n'en sais rien. À voir comment ils ont traité la population durant les dernières grèves étudiantes en disant que la rue c'était le chaos, c'était quasiment le mal, puis tout. Je veux dire, on s'aperçoit tout de suite qu'il y avait, on sentait carrément l'ordre établi trembler à la fin de la dernière session, au début de l'été, là. J'entendais les analystes des anciens politiciens d'ailleurs à Ottawa qui pleuraient quasiment en ondes en disant que là, le Québec, c'est l'ordre de droit, puis que là, il fallait revenir au grand bon sens. Tu voyais que les gens étaient profondément, excusez-moi le mot, mais shakés, ébranlés de surrefondation, de voir, il appelait ça le peuple, comment il appelait ça? Le pouvoir est tombé à la rue. Il utilisait le mot la rue pour éviter de dire que le peuple, en fait, est en train de retrouver son pouvoir. Les gens étaient à la rue, pas juste les étudiants, on voyait la population au complet. Et puis, on voyait plusieurs analystes disaient que le pouvoir est dans la rue. Non, le pouvoir n'est pas dans la rue. Le pouvoir est en train de tomber dans la main de la population. Puis, ceux qui ont le pouvoir normalement étaient en sueur contre ça, en voyant ça. Bien sûr, bien sûr. C'est l'ordre établi. Et, ouais. Bon, comment ils vont réagir, effectivement, c'est une question. Puis ça, on ne le saura pas. C'est certain c'est prématuré de se poser cette question. C'est ça, c'est ça. Mais la question à se poser, c'est est-ce que le peuple, est-ce que nous qui voulons que quelque chose change, est-ce que nous sommes prêts à poser au moins les gestes pour donner au moins le message que nous voulons changer quelque chose. Et ça se passe dans la prochaine élection, celle qui vient dans quelques jours. Ouais. Si les gens votent en grand nombre, en dehors des cadres des partis traditionnels, ça, c'est un message très fort. C'est un message très fort parce que ça revient à dire, on ne vous croit pas. None of the above, comme on dit. On ne vous aime pas, personne. On n'est pas convaincu que qui que ce soit peut changer quoi que ce soit. Et si quelqu'un pouvait changer quelque chose, c'est pas comme ça qu'il nous le dirait. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est porter un espèce de jugement global sur le système en disant non au parti. Et la seule personne à qui on peut confier un mandat auquel on fait confiance, c'est un candidat indépendant qui a accepté de suivre nos instructions. Et là, vous avez un représentant. Donc, dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne penses pas que... Parce que les gens vont penser justement qu'une façon de protester contre ça, c'est de justement pas voler ou d'annuler leur vote. Toi, tu dis qu'un message encore plus fort serait tout simplement de voter pour un indépendant ou un petit parti, en tout cas, qui n'a pas de chance d'être élu. Ben, c'est ça. C'est-à-dire, idéalement, c'est de voter pour un indépendant. Et surtout, si l'indépendant a l'occasion de dire d'avance, je suivrai les instructions d'un comité consultatif que j'établirai dans la région, dans la circonscription, ben là, vous avez le jackpot. C'est-à-dire, vous avez un candidat qui dit, écoutez, si je suis élu, je vais créer un comité consultatif et je vais suivre son opinion et je vais annoncer la couleur à la population, je vais informer la population rigoureusement et je vais suivre ses instructions scrupuleusement. Alors, si vous avez quelqu'un qui dit ça, là, vous avez fait un grand pas en avant. Si vous n'avez pas fait ça, si vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui se compromet à faire ça, le simple fait de ne pas voter pour les partis traditionnels devient au moins un vote négatif contre le Parti libéral et contre le Parti québécois, qui sont deux structures totalement inféodées au grand capital et avec qui absolument rien à faire. Exact. Absolument rien à faire avec ça. Bon, on arrive après à la moitié de l'émission, chers auditeurs. On va prendre une petite pause musicale pour se désaltérer un petit peu, puis on revient tout de suite après avec plus de détails sur ça, puis une petite analyse de la campagne actuelle. Alors, de retour de la pause sur l'autre monde avec François Marginant et Pierre J.C. Allard, mon invité spécial dans cette émission spéciale des élections 2012 au Québec. Alors, on parlait, comme vous l'avez entendu au début, dans la première partie de l'émission, de ce système un peu dans lequel on vit versus cette nouvelle approche avec la démocratie contractuelle, la DC, comme on pourrait l'appeler. Et puis, on est en train de parler de candidats indépendants, et puis non seulement de candidats indépendants, mais de comment vous pourriez l'être et puis le devenir et finalement apporter aussi, si vous voulez, au pouvoir, dans le fond, le peuple. Hein? Donc, de redonner au peuple ce droit d'être représenté, pas ce droit, mais en fait ce devoir d'être représenté, ça devrait être comme ça, vous savez. Donc,
on va continuer un peu cette conversation-là avec notre ami Pierre ici, qui va nous expliquer un peu plus loin. On va continuer de monter cette montagne-là, puis essayer de voir un peu plus loin à l'horizon où c'est que ça pourrait nous mener, ça. Évidemment qu'on y va avec des coups de pinceau au tableau pour voir un peu ce qui se passe. On essaie de brosser un peu là, la situation. Évidemment qu'on ne sait pas exactement comment ça pourrait tourner, comme on disait un peu plus tôt. Mais on peut quand même essayer d'apercevoir là, dans le futur où c'est que ça pourrait nous mener. Pourquoi ça serait vraiment, dans le fond, une idée qui, je pense, à mon avis, qui pourrait bien servir la population et qui pourrait nous mener à la prochaine frontière. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans le système actuel et puis qu'on est c'est le temps de passer à d'autres choses. Puis ce quelque chose-là, ben je pense que vous l'avez entre vos mains. Le pouvoir est vraiment entre vos mains, chers auditeurs. Et puis, on a beau vous le répéter, c'est de le mettre en action que ça prend tout son sens. C'est de mettre ce pouvoir en action, que vous l'assumez et puis que vous le représentez. Donc, Pierre, mettons qu'on disait tout à l'heure, on se retrouve avec dans la population un certain éveil face à cette nouvelle alternative, cette nouvelle voie, si on veut. Cette nouvelle, comme on disait, c'est un bien grand mot. C'est une idée qui flotte depuis longtemps, mais évidemment que les médias sont pas là pour la populariser, ça c'est certain. Donc c'est une idée qui mérite beaucoup d'être diffusée, mais disons qu'on se retrouve dans une situation où, justement, de plus en plus de gens en prennent conscience et puis on se retrouve avec des candidats qui commencent à pousser un peu partout. Donc, on se retrouve dans un système avec une genre de cohabitation avec un paquet de candidats indépendants qui siègent avec quelques partis politiques. À un moment donné, on n'arrive pas à une situation un peu bizarre. Puis où tu penses qu'on peut aller avec ça? Ben, d'abord, je pense que l'évolution, si elle a lieu, va être un peu comme des champignons. Hein. Dans une première élection, il suffit qu'il y ait deux ou trois, peut-être même un seul candidat indépendant qui soit élu, et son comportement au cours du mandat qui suit va être tellement différent, tellement radicalement différent de celui des candidats de parti, qu'à la prochaine élection, il va y avoir des candidats indépendants dans tous les comtés. Et un mouvement populaire fort pour avoir des candidats indépendants et les élire. Pourquoi? Parce qu'on aura vu que ce ne sont que ces candidats-là qui disent quelque chose d'intelligent à l'Assemblée. Les autres sont simplement les porte-parole de leur parti. Alors actuellement, quand vous regardez l'Assemblée nationale, vous apercevez qu'il y a les chefs de parti, et c'est tout. Les députés pourraient être là ou ne pas être là, ils pourraient aller dormir. Ils n'ont aucune espèce d'utilité. C'est à peu près ce qu'ils font, ils n'ont oui. Aucune utilité. Aucune. Alors donc, ça disparaît. Alors si vous avez des députés indépendants qui rentrent là-dedans, il suffit que vous en ayez 3 ou 4. Ils sont presque aussi nombreux que les autres. Et chacun, s'il fait son travail correctement, est capable de donner à ses propres commettants une vision de la situation qui va la rendre indispensable. Il peut aussi s'occuper de son comté, commencer à parler aux gens, faire son travail, faire son homework, faire son devoir. Dans ce contexte-là, à la deuxième élection, c'est-à-dire la suivante, il est tout à fait possible que vous ayez déjà une majorité de candidats indépendants. Si vous avez un maximum de candidats indépendants qui constituent une majorité à l'Assemblée, vous pouvez faire un vote pour demander à ce moment-là la dissolution de l'Assemblée ou sa constitution à l'Assemblée constituante. L'Assemblée peut dire, nous voulons changer le système, nous proposons de nous constituer en Assemblée constituante. S'ils sont une majorité, ça devient une question de légalisme, ça devient une question de pouvoir. Ça dépend à ce moment-là des forces politiques supérieures qui décident de laisser ou de ne pas laisser s'exercer le mouvement. Mais disons que ça vous mène à une situation où l'Assemblée sera dissoute. Si l'Assemblée est dissoute, la prochaine élection devrait être faite selon les règles de la démocratie contractuelle. C'est-à-dire, les députés ayant choisi que c'est la démocratie contractuelle qui va s'appliquer, les candidats à l'élection suivante sont tous indépendants et ne se prétendent pas les représentants d'un parti. Quand vous avez 100% de députés indépendants élus à l'Assemblée suivante, à la constituante, si vous voulez, là, vous faites toutes les règles que vous voulez. Mais simplifions tout ça en disant que quoi qu'il arrive, vous avez une situation dans laquelle a été institutionnalisée la représentativité comme distincte de la gouvernance. Le député va toujours être différent du parti élu au pouvoir. Vous aurez un vote pour la gouvernance et un vote pour le député. Quand ceci est en place, vous êtes dans une nouvelle situation. Il y a beaucoup d'autres choses à ce moment-là qui peuvent et qui doivent arriver. Mais on comprend qu'on est dans un autre scénario avec de nouvelles règles du jeu. Bon. Les choses à changer, c'est d'abord la représentation des petits partis, parce que les partis existent toujours pour la gouvernance. Ils n'envoient plus des députés, mais ils peuvent toujours se présenter pour le poste qu'on appellera président ou premier ministre de celui qui fait les lois, qui gouverne. Bon.
Alors, si on veut donner une chance aux petits partis de se faire connaître, il faut avoir une assemblée, on pourrait dire consultative, il faut avoir un groupe dans lequel les représentants des petits partis, quelle que soit leur représentation en haut de 1 ou 2 de la population, peuvent être appelés à s'expliquer. Il faut qu'ils soient couverts par les médias, il faut qu'ils soient capables de donner leur propre programme. Effectivement. Au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, un parti qui est au pouvoir et qui présente sa politique et les autres qui se contentent de dire non, non, non et non, ce serait bon que chaque parti donne sa proposition constructive. Lorsque le Parti libéral va proposer quelque chose et que le Parti québécois ne sera pas d'accord la prochaine fois, ce serait bon que le Parti québécois nous dise très précisément, si nous avions été élus, nous aurions proposé exactement ça. Qu'il se conduise comme s'il était un gouvernement, pas un shadow cabinet, qu'il nous dise c'est quoi la proposition qu'il fait, c'est quoi qu'il ferait. Et à ce moment-là, même s'il n'a pas dans le système actuel le pouvoir de le mettre en place, ben, il a la possibilité de le faire connaître à la population et de montrer à la population ce que ce serait s'il avait le pouvoir de le faire. Et ça, c'est bien important. Alors donc, demander à chaque parti, et aux petits partis comme aux grands, d'énoncer leur politique et la faire connaître, de façon à ce que, par exemple, le représentant d'un petit parti, disons Option nationale ou n'importe quel, bon, supposons que les députés seraient des députés indépendants, ben, devant l'Assemblée composée de députés indépendants, seraient appelés les représentants de tous les partis à présenter leur alternative de gouvernance. Qu'ils aient eu 2% du vote ou qu'il y ait eu 80% ou 50% du vote, ça ne change rien, ils ont une idée. Hein? L'idée, elle a sa valeur. Ils ont le droit de l'expliquer. Et les députés indépendants l'écouteront. Et les députés indépendants peuvent, tout à coup, au lieu d'accepter une proposition du gouvernement, soumettre un amendement en disant, écoutez, l'idée qu'a dit M. X ou M. Y n'était pas bête, pourquoi ne pas l'introduire dans votre projet? On va voter votre projet. Et vous voyez que ça fait toute une nouvelle situation. Ça crée une nouvelle dynamique. C'est complètement différent. Vous avez une nouvelle dynamique tout à coup où les partis, comme partis, ceux qui ont des idées, peuvent les exprimer. Et le député indépendant peut exprimer ce que sa conscience lui dit et peut insister pour qu'on tienne compte de l'opinion des petits comme des grands. Bon, ça fait une énorme différence. Bon. Un autre point qui doit jouer, on ne peut pas continuer éternellement à essayer de faire fonctionner un système démocratique dans lequel certaines personnes ont 100 ou 1000 fois plus d'argent que les autres pour passer leurs idées. Effectivement. Actuellement, on parle d'un contrôle des dépenses électorales, mais c'est une fumisterie totale et absolue. Ben, les contrôles. Mais c'est absolument ridicule, parce que la véritable propagande, la véritable publicité en temps d'élection, elle n'est pas donnée par M. Jacques ou M. Y ou M. Z qui va se promener pour donner une idée dans le journal, dans un entrefilet qui va payer. Elle est donnée par les journalistes, elle est donnée par les médias, elle est donnée par les éditorialistes. Bon, donc, l'éditorialiste, lui, il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Ça, c'est pas comptabilisé. Alors, M. Machin de tel journal peut venir nous vanter le Parti libéral à tour de bras pendant des jours et des jours et des jours. Ça compte pas comme une dépense électorale. Absolument. C'est tellement ridicule. Ça vaut combien? Ben, ça vaudrait une fortune. C'est totalement ridicule. Alors, empêcher les citoyens de parler pour ne laisser parler que les médias, qui sont évidemment à la solde des politiciens qui sont au pouvoir, ben, on ne peut pas trouver plus hypocrite que ça. On ne peut pas trouver plus abominable que ça. C'est pour ça que les cheveux me frisent quand j'entends la démocratie a besoin de vous, puis tu vois toutes ces affaires-là autour, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, la démocratie a besoin de nous. Oui, peut-être que, dans le fond, peut-être qu'elle a vraiment le besoin de nous parce qu'elle est vraiment de façon criante, très malade. Ah oui, il n'a pas de démocratie. Écoutez, même à Ottawa, on a même réduit les fonds qu'on alloue justement aux plus petits partis, comme ça, on tentait de les asphyxier littéralement, comme ça. On s'aperçoit que là, il va juste rester les gros partis qui sont financés, puis toi, tu arrives avec ton petit parti, puis tu n'as pas moyen d'avoir du financement, quoi que ce soit. L'idéal, c'est le bipartisme à l'américaine. Vous avez deux partis financés exactement par les mêmes compagnies qui ont exactement la même politique. Le peuple a donc le droit de voter uniquement sur la gueule de celui qui va mettre la politique en place. Est-ce qu'il aime mieux la gueule d'Obama? Est-ce qu'il aime mieux celle du candidat républicain? Ça, c'est son choix et ça se limite à ça. Pour le reste, il n'y a aucun choix. Non. Aucun. Ah non, non. Bon, alors donc, tout ceci est absolument ridicule. Tout absolument ridicule. Alors donc, qu'est-ce qu'on ferait dans une démocratie, du gouvernement à contrat, de la démocratie contractuelle? Bien, d'abord, on dit, voici, la publicité en période électorale est limitée simplement à la publication et à la distribution aux électeurs des programmes des partis. Pour le reste, les journaux qui veulent faire des commentaires, qu'ils les fassent, mais que ça soit bien clair que s'ils accordent une publicité à un parti, il faut que le même temps soit mis à la disposition des autres partis. Ah ouais, c'est ça qui arrive.
Et qu'on ne vienne pas nous dire on ne peut pas donner autant de temps à un petit parti qu'à un grand, parce que c'est parce que le grand parti a eu cette publicité qu'il était un grand parti. Ben, c'est ça qui Et arrive. si Il a vous commencé à inversez quelque les part. termes, ça serait exactement le contraire. Donnez le budget du Parti libéral à Option nationale, et dans 6 mois, c'est eux qui vont être le parti dominant. Exactement. Ah non, il façonne des personnalités, Ah oui. il façonne des partis, il façonne. C'est incroyable comment carrément, je vous disais, c'est pour ça que je vous appelais ça un théâtre. C'est fabriqué, c'est un scénario. Je veux dire, Oh. on arrive, il regarde lequel des deux répond le plus justement aux besoins des intérêts qui sont derrière, qui les financent, qui financent ces campagnes-là, qui financent ces candidats-là. Puis après ça, c'est lui qui est sélectionné. Je veux dire, les poulains sont déjà présélectionnés avant qu'ils rentrent dans la course, c'est ça qui arrive. Puis après, dès qu'on a un élément libre, un radical libre qui rentre là-dedans, ben lui, il est ignoré, il est tassé sur les côtés. Interférons. Ben ouais, je veux dire, c'est. Ah oui, bien sûr. On s'entend. Donc, c'est là que perd tout, comme on parlait un peu plus tôt, la notion de cette démocratie-là ou même d'une élection libre. Je veux dire, quand tous ces petits détails-là sont bien compris, on s'aperçoit que, je veux dire, il y a une camisole de force sur cette démocratie-là. Je veux dire, on garde que les partis présélectionnés, puis tout le reste, je veux dire, on s'arrange pour qu'ils tombent dans une craque entre des chaises, puis je veux dire, c'est pas bien compliqué, là. Donc, Pierre, je veux dire, on suppose que moi, je suis un citoyen ici, je suis intéressé à me présenter, je trouve l'idée valable, je peux dire, bon, mais qu'est-ce que je peux faire, comment je me présente? Je veux dire, c'est obscur, ça, à bien du monde, mais moi, ça l'était obscur avant que tu me l'expliques il y a quelques semaines, je veux dire. Ça, c'est tellement simple. C'est la chose qui est la plus simple. N'importe quel citoyen peut se présenter au bureau du directeur de scrutin de sa circonscription. Il demande un formulaire, il remplit son formulaire et on lui demande de trouver 100 signatures. OK. Bon, les 100 signatures sont en fait une autre manœuvre du système. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Les grands partis, c'est facile. Ils demandent à leurs volontaires de se promener. Chacun va chercher 2-3 signatures, puis ils ont leurs 100 signatures. Mais celui qui n'est pas doté de cette capacité-là, celui qui n'est pas un grand parti, qui est un petit parti, ou pire, un indépendant. Prenez par exemple mon cas dans Westmount-Saint-Louis, par exemple. Bon, si moi je me présente aux appartements La Cité, qui est dans mon comté, aux appartements La Cité, il y a 1500 logements. Si je peux prendre le 28e étage et descendre, 2 heures après, j'ai mes 100 signatures. J'ai pas de problème. C'est ce que fait le gars du Parti libéral qui, lui, est accepté pour aller chercher ses signatures dans la cité, comme me l'ont dit les habitants de la cité. Mais moi, on m'a expulsé des appartements à la cité en dedans de 30 minutes. Ah bon? Aussitôt que quelqu'un a téléphoné en disant qu'il y a quelqu'un qui cherche des signatures dans l'immeuble, on m'a évidemment demandé de partir. Le seul parti dont on a accepté qu'il aille chercher ses signatures à la cité, c'est le Parti libéral. Ah, tiens. Bon, coïncidence. Bon, et c'est pas seulement là, c'est un peu partout. Vous arrivez, par exemple, devant la place Alexis-Néon, par exemple. Bon, c'est amusant parce que le bureau du directeur de scrutin du comté de Westmount-Saint-Louis est à la place Alexis-Néon. Donc, ils ont un contrat du gouvernement pour louer des locaux. Bon, évidemment, ils sont contents. Bon, alors, dans ce contexte-là, ben, si vous voulez, vous présenter et faire passer votre message, même en cherchant des électeurs dans la place Alexis-Néon, vous allez immédiatement être expulsé. Mais on est prêt à vous louer un kiosque. On est prêt si vous êtes prêt à payer, on va vous louer un kiosque d'où vous pourrez faire votre publicité, si vous avez assez d'argent pour le faire. Donc, en d'autres mots, vous n'avez qu'à être le Parti libéral ou le Parti québécois, puis vous pouvez faire toute la publicité que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas, si vous êtes un petit parti, sans avoir des fonds considérables, mener ce genre de campagne-là. Et c'est la même chose partout. Vous n'êtes pas admis dans les centres d'achat. Vous n'êtes pas admis dans les grands blocs appartements. Donc, si vous êtes petit, c'est fait pour que vous restiez petit. Ah, c'est ça. Ou que vous ayez vraiment une ténacité. Même à ça, je vais les prendre un par un. Et c'est ce que j'ai fait, finalement. J'ai trouvé mes 100 signatures, mais ça m'a même pris 3 jours. 3 jours de gros travail. À un âge respectable, j'ai 77 ans. Bon, faire le tour puis trouver ces 100 signatures. Il faut que je me promène, même pas dans les tours d'habitation, il faut que j'aille le long d'une rue et que je prenne les logements un par un, que je monte et que je descende les escaliers, pour trouver 100 signatures que le Parti libéral, lui, va trouver immédiatement, parce qu'il a les bons contacts. Exact. Alors, tout est fait dans cette dimension-là, tout est fait de cette façon-là. À chaque échelon, c'est comme ça. Pour exclure les petits. Ça, c'est partout, ça. C'est comme je disais, les débats de TVA où on exclut l'option nationale. Puis si j'ai bien compris à la radio, ça, j'ai attrapé l'entrefilet, mais il s'est plaint d'ailleurs au juge. Puis le juge a refusé sa requête aussi. Je veux dire, on se retrouve même dans un système où même le juge... Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut toujours se souvenir que dans notre démocratie, notre système des 3 pouvoirs,
Le premier ministre contrôle l'exécutif, il contrôle le législatif, puis il nomme les juges. Ah, c'est ça. Alors, bon, ben, tirez vos conséquences. Et Qu'est-ce voilà. que vous voulez? Bon, tous nos juges sont impartiaux, bien sûr, mais ils ont tout de même tous été nommés par le parti. C'est ça. Alors, donc, ça change un petit peu quelque chose. C'est une autre perception de la vie. Ouais. Alors, donc, dans ce contexte-là, non, il n'y a pas de démocratie, c'est une blague, c'est une fumisterie. Si on réussissait, en suivant le pattern dont nous parlions tout à l'heure, d'abord élire des députés indépendants tout de suite, en élire plus à la prochaine occasion, réussir à avoir la majorité en chambre, voter les principes de la démocratie contractuelle, qui exclurait disons, le fait que quelqu'un qui est membre du gouvernement ou d'un parti soit en même temps député. C'est l'un ou l'autre, choisissez. Alors, si on réussit à faire ça, et qu'après on fait une élection et qu'on se retrouve uniquement avec des députés indépendants, d'une part, et d'autre part avec une élection à la gouvernance où les partis s'opposent par un vote complètement différent de celui par lequel on a élu le député, bien là, on a une démocratie qui marche. Arrangez-vous pour que, si à ce moment-là, comme on dit, si vous arrangez pour que la publicité soit honnête entre les partis en limitant toute publicité en période électorale, à la même chose pour tout le monde. Produisez votre programme. Comptez-nous pas la couleur de la robe de votre femme, on s'en fout. Non, c'est ça. Des attaques personnelles entre les leaders, puis tout, c'est rendu risible. Là. Je veux dire, il y a une grande moustache, l'autre, il est petit. Il y a C'est une un main. grand guignol. C'est une blague. On le prend pour des cons, Pierre. Je veux Ben dire, oui, ben t'écoutes ces... Moi, je suis rendu, je tourne les postes, tu sais. Je veux dire, ça me tente même plus de les écouter. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on rit de nous. Je veux dire, Ben oui, c'est ridicule, tu sais. C'est évident. Mais ceci étant dit, mais comme je dis, vous allez voir le jour de l'élection, vous verrez combien de gens sont allés voter, pour qui ils ont voté, et vous poserez la question, est-ce qu'ils ont raison ou pas raison de rire de nous? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que nous sommes ridicules? Ben, regarde, les dernières élections, où on a encore élu Jean Charest, à mon avis, je veux dire, ça en était un bel exemple, tu sais, mais je veux dire, là, les gens, ils vont dire, ben, pense pas que la population va encore élire Jean Charest, puis c'est sûr que tu es rendu à un point où tu dis, ben, ça se peut. Oui, écoute, c'est vraiment à se poser la question. Oui, on dirait qu'il y a une fraction de la population qui est, mon Dieu, qui n'arrive pas en ville, comme on dit, pour être bien poli, là, je veux dire. C'est que les options ne sont pas intéressantes. Mais c'est ça qui arrive. Ça ne change rien. Puis les gens votent pour ce qu'on appelle le lesser evil, là, le moins pire des deux. Mais je veux dire, à un moment donné, le moins pire des deux, c'est aussi pire que l'autre, là, rendu à un point où est-ce qu'on est rendu. Là. Je veux dire, il n'y a pas de moins pire l'un, moins pire l'autre. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas dans vos intérêts. Quand on regarde les grands partis qui sont sur la place publique, là, je veux dire, il n'y a rien là qui va vous servir. Là. Le système que nous avons ne permet pas qu'accèdent au pouvoir des gens qui prendraient vraiment l'intérêt de la population. Non, exactement. C'est absolument impossible. Ah non, on le voit, puis c'est comme on parlait un peu plus tôt, on voit clairement les mécanismes qui sont employés pour justement les tenir à l'écart. Puis s'il y en a un qui se faufile, vous allez voir, je veux dire, l'expérience aux États-Unis est assez particulière et parlante d'elle-même par rapport avec ce qui s'est passé avec Ron Paul, où on a vu les tactiques. Écoute, j'ai vu des sondages dessus des grands réseaux médiatiques être retirés quand on voyait que Ron Paul avait plus de popularité qu'Obama puis Mitt Romney. On retirait carrément le sondage des pages web, ainsi de suite. J'ai vu des manipulations flagrantes où quand on voyait que les choses n'allaient pas dans le sens où on pensait, on retirait tout, là. Je veux dire, c'est... Oui, mais on n'a aucune raison de penser que c'est pas exactement la même chose ici. Ben, c'est ça. Je dis c'était flagrant parce que c'était dans ta face, comme on dit. Mais non, effectivement, ici, c'est la même affaire. Moi, l'affaire de TVA, je parle de l'option nationale, puis je parle pas d'option nationale parce que c'est eux autres, là. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel parti. Mais de voir d'un côté qu'on dit que la démocratie a besoin de vous, puis après ça, de pas l'inviter au débat, je me dis... Là, tu vois, tout l'exercice a perdu toute sa crédibilité, à mon avis. C'est direct, là. Je veux dire, c'est pas... qu'est-ce que ça donne de te faire à croire après ça qu'il reste un semblant de choix qu'on te donne? D'où le sens de ce geste un peu à la Don Quichotte de se présenter comme candidat indépendant. Ah ouais. C'est simplement l'affirmation du fait qu'aucun parti ne peut ni ne veut faire un changement. Donc, il n'y a que le député indépendant qui peut être Qui utile. peut, exact. Et personne ne peut faire élire un député indépendant, sauf la population. Exact. Et la population ne peut pas faire élire un député indépendant si elle ne sait pas qu'il existe, s'il n'est pas publicisé jusqu'à un certain point, si elle ne connaît pas son programme, si elle ne connaît pas qu'est-ce qu'il est. Non, c'est sûr. Alors, tout ça crée une situation à peu près impossible. Donc, c'est un geste, comme je dis, c'est un peu Don Quichotte contre ses moulins à vent. C'est ce que je mets sur mon site Internet pour l'élection. Je dis, bon, ben, c'est un geste. C'est un geste pour affirmer une réalité, c'est une protestation, mais ce n'est pas une action concertée. Non, c'est un geste de résistance. C'est ça, exactement. C'est un geste de résistance, sauf que
à ce moment-ci, comme je te dis, c'est quasiment un geste révolutionnaire. Un peu dans une époque où on dit que dire la vérité est rendu un acte révolutionnaire, c'est un peu rendu là. Je veux dire, je pense que c'est une façon de parler très éloquente et qui envoie un message très clair de dire, c'est un peu comme un refus global, comme on parlait. C'est un refus de dire, mon Dieu, regarde, là, toute cette affaire-là, non. Puis tant qu'elle n'a pas voté ou annulé son vote, je pense que de prendre une telle action parle de soi-même énormément. Puis c'est une façon aussi, je pense, personnellement, de s'engager dans une nouvelle voie, puis de, après ça, un peu montrer l'exemple. Tu sais, je veux dire, dans un certain sens, c'est qu'après ça, les gens autour, tu regardes aller, tu dis, ouais, OK, peut-être que c'est vrai, la voie est là. Tu sais, peut-être, à un moment donné, les gens, ça sonne des cloches aussi, là, quand ils voient ça. C'est un peu le but de l'émission aussi, là. J'espère, en tout cas, que ça va réussir à rejoindre des gens en leur disant, wow, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que quoi? C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui est possible. Là, c'est vrai qu'ils travaillent fort pour nous donner l'impression qu'on est impuissant et qu'on ne peut pas en sortir. Mais quand on commence à justement à prendre un peu plus de perspective, quand on se recule de 2-3 pas, de 2-3 pas, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Puis ce quelque chose-là est faisable dès aujourd'hui. Juste pour terminer ce qu'on disait tout à l'heure, je veux dire, si on veut se présenter comme candidat, on trouve 100 noms. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait, Pierre? On les apporte au directeur du scrutin de la circonscription qui avalise les noms. Il dit que voici, ces gens-là existent bien sur la liste électorale. Et à ce moment-là, on vous demande de nommer un agent officiel, qui peut être aussi bien votre femme, votre frère ou n'importe qui. Il n'y a pas d'exigence particulière. Ouvrir un compte de banque si vous avez l'intention de faire des dépenses et demander l'autorisation si vous êtes candidat indépendant pour faire des dépenses. Ce qu'on va vous donner si vous voulez, mais qui d'entre vous veut vraiment mettre 50 000 $ là-dedans? Ben ça, c'est pas moi. Alors donc, en fait, moi, mon action était basée sur le fait que je ne ferais pas de dépenses. Parce que je pars du principe que si on joue le jeu des pouvoirs de l'argent, ben, on ne gagnera jamais. On perd des gens partant. On ne gagnera jamais. Ils l'impriment. Ils impriment puis ils se le donnent. Bon. Il y a actuellement sur la planète 1000 fois plus d'argent papier qu'il n'y a de réalité pour le couvrir. Donc, tout ça est en faillite. Là. Ça ne tient pas. Donc, le pouvoir se faisant et s'imprimant l'argent lui-même, ça ne sert à rien d'essayer de jouer pour l'argent. On essaie de parler directement aux gens. Maintenant, il y a déjà assez longtemps, quelqu'un avait dit, si les élections pouvaient changer quoi que ce soit, elles seraient interdites. Oui, c'est ça. On est encore dans la même situation. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, chaque personne qui vote pour un député indépendant comprend ce que je vous dis là. Il sait, il n'a pas inventé ça tout seul. Chaque personne qui va voter pour un indépendant dans la province, que ce soit dans Westmount-Saint-Louis ou ailleurs, a compris ça. C'est un résistant, c'est un révolutionnaire. Et le système comprend que toute personne qui a voté pour un député indépendant est finalement un ennemi avec un couteau entre les dents qui l'attend. Et ça crée une situation, parce que vous avez presque le résumé des gens qui sont les opposants, les contestataires et ceux qui veulent vraiment changer quelque chose. Quelqu'un qui veut changer la société, aujourd'hui, il vote pour un candidat indépendant. C'est une évidence, là. Alors, c'est facile pour le gouvernement de compter combien il y en a, puis de dire, oh, on est peut-être mieux de jeter du lest un peu. On est peut-être mieux de ne pas en jeter. Est-ce qu'on va procéder d'une façon plus autoritaire? Est-ce qu'on va y aller d'une façon plus permissive? Je veux dire, on établit les règles du jeu. Et comme je vous dis, il ne faudrait pas beaucoup de votes pour des candidats indépendants pour que le gouvernement reçoive un message très fort. Ouais. Et si miraculeusement un député indépendant était élu quelque part, là, ça serait vraiment, vraiment une révolution. Vraiment une révolution. Non, c'est ça. C'est ça que vous devez comprendre aussi, chers auditeurs. C'est ça, c'est un peu, j'ai l'impression de la façon que je le vois, c'est que c'est un peu un cas où on a tout ou rien, c'est-à-dire que un est énorme, puis pourrait justement être la charnière, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, le fait qu'on pourrait voir aller après ça pendant quelques années, 1 ou 2 ou 3 représentants indépendants comme ça. Après ça, les entendre s'exprimer dans les médias, voir le travail qu'ils font. Déjà, les gens commencent à remarquer le travail d'Amé Kadir. Puis Amé Kadir, ça ne serait rien comparé, je pense, à ce qu'on pourrait faire. T'sais, on se comprend-tu? Ben oui, c'est un peu à ça que vous pourriez vous attendre, à quelque chose de, premièrement, quelqu'un qui parle intelligemment puis qui vous parle directement dans le micro. Déjà, ça serait déjà un méchant changement. Ça regarde droit dans les yeux, tu sais. Ouais. Puis qui commence à poser des gestes sensés qui sont en accord avec la population qui l'ont mis en place. Je veux dire, imaginez l'exemple que ça servirait. C'est certain que l'évolution se ferait très rapidement. On se retrouverait 4 ans plus tard dans une autre élection avec une multitude de candidats indépendants déjà, puis possiblement une multitude d'élus.
Fait que c'est pas un mouvement, à mon avis, qui pourrait partir et prendre des années avant de se lancer. Moi, je pense que c'est plus comme tout un ou tout l'autre. C'est-à-dire que C'est ça. dès qu'on va réussir à mettre le pied dans la porte, ça va être fini avec l'autre, là. C'est ça. Tu sais, C'est exactement ça. Les gens ont besoin de ça, ils recherchent ça, puis dès qu'ils voient quelque chose, ils s'accrochent à ça. Je veux dire, dur comme le fer. Je veux dire, regarde ici, c'est pas pour faire l'éloge de quoi que ce soit, mais je veux dire, juste parce que ici, sur l'autre monde, je rapporte les affaires telles qu'elles sont. Je veux dire, vous en avez fait l'émission numéro 1 depuis 3 ans. Je veux dire, on est les plus écoutés. Pourquoi? Parce que simplement, on vous dit les choses telles qu'elles sont, sans prendre des détours, sans vous contrer des niaiseries. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt à servir, puis j'ai pas quelqu'un à couvrir, puis... Fait qu'imaginez quelqu'un qui parle comme ça, mais qui se trouve être votre gouvernement, vos représentants. Voyons donc, là, c'est une logique même que les gens iraient vers ça. Je veux dire, on est écœurés de voir les mêmes faces, Pierre. On est écœurés de voir les mêmes clowns à la télévision nous raconter des sornettes, nous dire qu'ils sont là pour nous servir, puis tout. On verrait quelqu'un arriver, on verrait toi, on verrait un autre. C'est sûr que les gens auraient... écoutez, le contraste serait tellement violent, il faudrait quasiment qu'ils se mettent des lunettes de soleil, les gens partant, là, tu sais. On se comprend-tu? Oui, absolument. Donc, là où je vais en venir, c'est ça, c'est que, chers auditeurs, autant que du point de vue où on est là présentement, ça semble être un obstacle insurmontable. Réellement, le système est tout tuné, là, en conséquence que, justement, on soit devant un mur infranchissable. Autant que si on arrive à mettre la fissure dedans, ce qui, à mon avis, on est déjà en train de faire, l'édifice va venir à terre, il va s'écrouler, ça sera pas bien long, là. Je veux dire, les gens sont prêts. Moi, je les sens en tout cas. C'est pas besoin d'être la masse au complet, 100% de la population. On a une masse critique, là, ça fait longtemps, là. On a passé la masse critique, là. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui fréquentent les blogs qu'on parle, les sites de nouvelles, qui fréquentent les radios alternatives, qu'on entend parler. Je rencontre des gens, Pierre, des fois, la première fois, ça m'arrive régulièrement, là. Des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Tu commences à parler un peu avec, tu t'aperçois qu'ils sont au courant de à peu près tout ce dont on parle, tu sais, le système monétaire. Et puis tu te rends compte qu'il y a un éveil dans la population, mais parce que les médias n'en parlent pas, on dirait que ça n'existe pas, mais ça existe. Il y a énormément de gens qui sont éveillés, qui sont conscients de ce qui se passe, puis qui sont friands, qui sont, mon Dieu, qui en mangeraient de ce changement-là, comprends-tu, qui seraient même en train probablement de te faire de la publicité gratuitement. J'ai vu ça aux États-Unis, tu sais, des gens qui louaient des montgolfières là, avec des trucs de Ron Paul et tout, qui payaient des milliers de dollars parce qu'ils entendaient juste quelqu'un qui disait enfin de quoi qu'il y avait du bon sens. Tu sais? Je veux dire, des gens qui étaient prêts à peinturer leur voiture avec les couleurs puis le nom du monsieur en tant que tel. Je veux dire, c'est assez impressionnant ce que la population peut être prête à faire quand on entend, dans le fond, quand on trouve ce joyau-là qui est rendu tellement rare, de ce candidat, de cette personne-là qui est intègre, qui est prête à servir sa population, Pierre. Oui. Mais ce qui ne fera pas élire Ron Paul, parce que s'il est élu, il ne se rendrait pas vivant à la maison. Non, mais comme il dit dans sa campagne, il dit, en ce moment, je sais que je ne serai pas élu parce qu'on ne veut pas que je passe. Mais c'est pas plus grave, parce que le plus longtemps que je suis là, le plus longtemps que mes idées passent, que ça circule, que les gens en prennent connaissance, le mal est fait pour eux autres, là. Tu comprends? Les idées circulent, puis les gens les ont pas oubliées, là. Bien sûr. On s'entend. Donc, dans le fond, ton rôle, un peu, on s'entend bien que des chances d'être élu, t'es pas là pour être, là, pour te faire croire que... Non, j'ai pas d'illusion. On s'entend, là. Et d'ailleurs, à mon âge, c'est évident que j'ai une carrière derrière moi et non pas devant moi. Bon, moi, mon plus grand but maintenant, c'est de publier mes livres et puis que ça vivra longtemps après que moi je serai parti. Et si j'ai un effet, je ne serai pas là pour le voir. C'est prévu comme ça. C'est ça que j'ai fait. On m'a déjà demandé pourquoi je n'avais pas passé moins de temps à écrire et plus de temps à diffuser mes idées. Ah, puis j'ai expliqué que si j'avais passé la moitié de mon temps à diffuser mes idées, bien, il y a la moitié de ce que j'ai dit que je n'aurais pas dit. Ça a une certaine logique à ça. Et je pense que ce que j'aurais dit pourrait être utilisé, il y en aura d'autres pour le répéter, alors que ce que j'aurais pas dit, ben, il aurait peut-être fallu attendre un petit bout de temps. Donc, j'ai fait ce que je pensais qu'il était pour le mieux, puis sans me faire d'illusions, justement, sans penser que j'étais pour développer une carrière politique. C'était pas le but de mon opération. Je suis au niveau des idées qui sont émises, non pas au niveau de leur application. C'est ça. C'est qu'à travers tout cet exercice-là, ça te permet quand même de diffuser des idées qui sont fortement valables, puis non seulement de les diffuser, mais de les mettre en action, là, on s'entend. Ouais. Il n'y a pas plus beau, à mon sens,
C'est un peu, si vous voulez, le slogan de l'émission, tu sais, c'est stimuler la réflexion pour inviter à l'action. C'est-à-dire que en premier, on réfléchit, puis après ça, ben, on se met en action, puis tout est là. C'est un peu le but de cette émission spéciale-là, chers auditeurs. C'est un peu de présenter un peu cet exemple-là, Pierre Salard, qui décide finalement de passer à l'action, de dire, bon, ben voilà, le moment est venu. Alors, voici, j'incarne mes idées, j'incarne ce que je pense qui est la bonne chose. Je veux dire, on y va avec son cœur, avec son intégrité, puis je pense que c'est la seule façon qu'on peut vraiment arriver à de quoi. Même si au départ, bien souvent, la destination peut nous sembler bien lointaine, et même inatteignable. Les choses peuvent changer assez rapidement, chers auditeurs. Les choses peuvent avancer même d'une façon assez surprenante. Donner un exemple comme ça, vite, avant de rendre la parole à mon invité. On se rappellera de Nicolae Ceausescu en Roumanie où, en une semaine, à peu près toutes les choses ont renversé après un match de soccer. Et puis, l'écœuranterie totale du peuple s'est virée en une semaine. Le gars, il était avec sa femme au bout d'un fusillé. Je veux dire, les choses dans l'histoire. Tu sais, posez-vous pas de question pourquoi l'élite et l'ordre établi ont si peur quand le peuple commence à descendre dans les rues. C'est parce qu'ils savent que les choses peuvent dégénérer ou simplement virer dans des directions assez rapidement puis de façon assez surprenante, imprévue. Donc, dans le fond, bien souvent, il s'agit juste de se mettre en action, de se mettre en marche, de tout simplement partir. Comprenez-vous? Donc, il reste à peu près 3-4 minutes à l'émission, Pierre. J'aimerais te laisser le micro justement pour expliquer dans le fond aux étudiants ici et puis à l'auditoria au large de l'autre monde, t'écouter autant ici au Québec sur le continent européen. Dans le fond, ton message derrière tout ça, après, avec toute ton expérience, puis ton recul, puis tout, où c'est que tu aimerais voir les choses aller, puis comment tu vois un peu rapidement, là, un peu la campagne qui se passe. Vas-y, dans le fond, là, comme tu y penses, là, mais j'aimerais avoir un peu ton feedback là-dessus. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qui était le prévisible sur le plan politique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la démocratie? Quels sont les gestes à poser? Je pense que ça, on en a suffisamment parlé. L'élection actuelle, ben, on a déjà dit aussi qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive des miracles. On sait que la politique qui sera suivie par le Québec sera celle que les circonstances exigent et ce sera la même quel que soit le parti qui sera élu. Donc le problème n'est pas là. Ce qui est vraiment important, c'est peut-être la conscientisation croissante des individus et dans ce sens-là, la prise de position des étudiants qui sont descendus dans la rue et qui ont tenu leur bout pendant si longtemps est un exemple et c'est un premier pas en avant dans une course encore plus grande. Est-ce que ça va se manifester sur le plan politique par une participation accrue à l'élection du 4 septembre? Peut-être que oui, je l'espère. Peut-être que non aussi. On verra. Mais ça passe par là. Et maintenant, je sais que tôt ou tard, la démocratie triomphera simplement parce que on est de plus en plus nombreux à être indispensables les uns aux autres. C'est le but de l'humanité. On évolue vers une situation où on ne peut plus vivre les uns sans les autres. Et c'est pour ça qu'on va être de plus en plus respectueux les uns des autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est ce qui va se produire. Donc, je ne vois pas une évolution durant ma vie personnelle. Ça tire à la fin, ça. Mais je vois tout de même que je m'inscris, comme tout le monde, dans une espèce de scénario qui évolue et dont la fin semble devoir être positive. Alors pensons sans se décourager que nos enfants l'auront meilleur que nous autres, puis nos petits-enfants encore mieux. Et puis c'est la meilleure façon de penser, je pense, en faisant nous-mêmes ce qu'on devra faire. Allez voter le 4 septembre. Oui, c'est ça. Allez voter, puis n'oubliez pas dans le fond de réaliser que c'est ça, on a un pouvoir réel aussi. Là, je veux dire, ce vote-là, s'il est bien utilisé, je veux dire, il peut, s'il n'y a pas vraiment des conséquences sur la figure politique actuelle, je veux dire, il peut envoyer un message très clair, ne serait-ce qu'au reste de la population, de dire « Hey, on est une méchante gang, une méchante gang a pensé la même affaire. » Je veux dire, c'est déjà de comprendre, je pense, c'est que tout n'est pas perdu. Hein? C'est-à-dire qu'il reste bien des choses qu'on peut faire, chers auditeurs, de ne pas tomber dans le panneau non plus de l'indifférence, de tout abandonner. Au contraire, je veux dire, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs actuels en politique qui espèrent que vous fassiez exactement ça, que vous abandonniez puis que vous les laissiez faire. Est-ce que je me trompe? Ah, ça a toujours été ça. C'est effectivement ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il y a rien de plus facile à gouverner des gens qui se foutent de tout que... Allez-y joyeusement, chers auditeurs, ce 4 septembre, puis particulièrement vous, les étudiants.
Moi, j'ai des félicitations puis un émerveillement sincère face à tout ce qui a été accompli les derniers mois par ces étudiants. Mon Dieu, de voir un mouvement persistant comme ça, moi, j'ai trouvé ça très enivrant puis inspirant, je devrais dire. Pour le reste de la population, on a beaucoup à apprendre de ça, puis de supporter nos étudiants, de comprendre aussi que, ben, dans le fond, c'est pas juste des étudiants, c'est de toutes nous autres dont il s'agit. C'est notre futur, c'est notre destinée ici au Québec, là. C'est à nous autres de décider, chers auditeurs. Donc, je vais remercier profondément Pierre-Justin Allard d'être passé en studio. On va te serrer la pince, Bon, Pierre. c'est moi qui te remercie. Puis, moi, je le lance maintenant, le message à tout le monde ici. Ben, informez-vous. Regardez ce qu'il y a autour de vous dans vos comtés. Allez voir qui sont vraiment tous les candidats qui sont là dans votre comté. Puis, allez poser des questions, allez rencontrer les gens. Puis, allez voter pour ceux que, dans le fond, votre conscience puis votre cœur vous dit que cette personne a le plus d'intégrité puis le plus en fait, de susceptibilité de remplir ses fonctions réelles, d'être représentant du peuple, comprenez? Puis après ça, ben allez-y, c'est vous qui l'avez le vote, c'est vous qui l'avez le pouvoir. Et puis, laissez pas personne vous faire croire que c'est le contraire. Comme on l'expliquait un peu plus tôt, la pyramide du pouvoir, c'est vraiment le peuple en haut. Après ça, les politiciens et les corporations devraient être en bas, alors que cet édifice est présentement inversé. Alors, il n'en tient plus qu'à vous, premièrement, de l'inverser dans votre esprit, de le mettre en bon endroit, puis après ça, de le manifester. Donc, sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, encore une fois, de l'autre monde. Et puis, on va se retrouver très bientôt, chers auditeurs. On va faire une entrée officielle fin septembre. Je confirmerai la date bientôt. Puis, regardez tout le temps le site Internet là, de l'autre monde sur YouTube là, pour les capsules d'informations au courant du reste de l'été. Alors sur ce, Pierre, je te salue. Bonne chance dans ta candidature. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais, de propager ces idées-là. Je pense que c'est, dans le contexte actuel politique, je pense que c'est des pépites d'or qu'on trouve. Donc, moi, je te lève mon chapeau. Merci. Et puis, on se retrouve à bientôt, chers auditeurs. All right, ciao. C'était François pour l'autre monde. Bye-bye.